Christelle Hoffmeckler qui représente des plateformes d'Auvergne-Rhône-Alpes et je leur laisserai présenter leur plateforme à nouveau. Jérôme Dupont qui est de Rouen, Marie-Gabrielle Rietsch qui est donc de la Direction générale de l'offre de soins, Raphaël Dichawa qui est le coordonnateur de la plateforme de Rouen et Franck Pilot qui représente Via Trajectoire. Et nous aurons normalement, si elle arrive à se connecter, puisqu'elle rencontre quelques petites difficultés, Pascal Planche qui représente la plateforme du Finistère et vous parlera des négociations que nous avons eues avec les psychologues auxquelles elle a participé. Donc sur ce, je vais me taire et je vais passer tout de suite la parole. Alors je ne sais pas qui parle, c'est Anne Monge ou c'est Christelle. Anne, pour vous présenter un peu les travaux qu'elles ont menés sur la sensibilisation des médecins généralistes et des pédiatres. Et on ne perd pas de temps, je vous passe la parole. Merci Delphine. Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est difficile parce on vous voit pas, donc on s'imagine nombreux. Christelle et moi allons vous parler de la façon dont on a sensibilisé. Globalement, on a mené un travail depuis un an, ce que disait Christelle hier, de façon assez conjointe pour toutes les PCO Auvergne-Rhône-Alpes. Ça ne veut pas dire qu'on ait tout à fait les mêmes outils, mais en tout cas, on a des échanges suffisamment réguliers pour échanger sur nos difficultés, nos succès et nos outils. Je vais laisser Christelle sur la partie très psychomote, ergo, enfin professionnelle de santé paramètres. Je reprendrai rapidement la parole sur les médecins, savoir comment nous, on les mobilise. Christelle, je te laisse. Je vais partager. Oui, merci Anne. Alors, je représente très très rapidement la PCO sur laquelle je travaille. Je suis directrice de cette PCO qui se situe donc dans le Rhône et qui accompagne les enfants. Alors, je vais partager mon écran en même temps. Les enfants du sud de la métropole de Lyon et puis est et ouest du département du Rhône. Et j'ai la chance de travailler avec deux autres PCO sur le Rhône. Dans un premier temps, on a essayé donc de sensibiliser. Est-ce que vous voyez mon écran? Il suffit de le tester pour que vous êtes en train de partager. Oui, normalement, vous devriez le voir. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous dire s'il le voit. Christelle, tout le monde vous dit qu'on le voit. Super, merci. Donc là, ce sera sans doute encore mieux. Merci beaucoup, Delphine. Donc, on a engagé, alors pas toujours de la même manière, mais tous, nous avons été assez sensibles à comment nous allions sensibiliser, pardon, je me répète, les professionnels de première ligne qui ne sont pas conventionnés sécurité sociale, donc ergo, psychomote, psychologue. Donc, sur la PCO, alors nous, on l'a appelé PCO repérage. Nous avons fait le choix d'abord d'un premier mailing. Ça, c'est Raphaël qui revient, c'est ça. Un premier mailing de sensibilisation et ça nous a demandé un travail tout à fait énorme parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de répertoire ni d'annuaire bien à jour et qu'on a cherché à inventorier, annualiser tous ces professionnels qui jusque-là n'étaient pas répertoriés. Un premier mailing assez design, on va dire. On a joué un petit peu la carte du joli et du fond et de la forme pour pouvoir les intéresser parce que certains en avaient bien entendu parler, d'autres pas du tout. Et d'autres étaient même déjà assez réfractaires à l'idée d'accueillir ce nouveau système. Très vite, on a eu des retours et très vite, on a été à la rencontre dans les cabinets. Alors, ça nous a demandé effectivement un gros travail au départ, mais on a rencontré beaucoup de psychomotes, d'ergo dans leur cabinet. Alors, on a essayé de mutualiser. Certains diront qu'on faisait des réunions. Alors, je m'excuse, je vais citer la marque Tupperware. C'était un peu ça, mais avec une dynamique extrêmement intéressante et finalement des acteurs de première ligne très, très réceptifs à la mise en œuvre des PCO et à l'explication du forfait précoce. On a fait ensuite le choix de mettre en ligne un petit livret alors qui est mis à jour régulièrement du mode d'emploi en fait, de comment on travaille dans le cadre de la PCO lorsqu'on est professionnel de ligne 1, avec qui on est en contact, qu'est-ce qu'il faut rendre comme écrit régulièrement, comment on est payé, qu'est-ce qu'il faut pour contractualiser avec la PCO et quel est l'objectif final de la PCO, comment je m'implique dans la PCO, comment je suis en partenariat avec mes collègues.
Donc ça, ce petit livret fonctionne aussi très, très bien. Il est en ligne, il est mis à jour et c'est quelque chose qu'on demande. On demande à tous les nouveaux contractualisés d'en prendre connaissance avant de contractualiser avec la PCO. On a ensuite mis quelque chose en place. Alors, pour les jeunes, c'est quelque chose de classique. Pour les plus anciens, et je me mets dedans, ce n'est pas si classique. On a mis en place un fil de discussion. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que tous les professionnels de ligne 1, psychomotes, ergo, mais j'associe aussi les orthophonistes qui ne sont pas contractualisés de la même manière tout à fait et qui n'étaient pas au départ sensibilisés de la même manière. Un fil de discussion. Alors aujourd'hui, sur ce fil de discussion, nous avons 84 inscrits qui échangent assez régulièrement sur leurs interrogations, mais qui sont aussi force de proposition en termes de sensibilisation autour d'un trouble, autour d'un autre, de certains outils, de l'utilisation de certains bilans. C'est des fils de discussion qui parfois déjà existaient entre psychomotes ou entre ergo ou entre ortho. Il y a déjà des choses comme ça qui existent. Là, c'est le fil de discussion de la PCO. Ça marche très, très bien. Ça fédère, ça fait équipe, ça fait une forme de cohésion entre les professionnels. Alors, la parole est assez libre. Elles peuvent dire je n'ai pas été payée, donc on règle différemment ce genre de demande, mais ça peut arriver et c'est plutôt sympathique que de le recevoir comme ça. Et enfin, dernier point pour accompagner au mieux tous ces professionnels de ligne 1, parce qu'il s'agit aussi de les accompagner dans leur réflexion. On a recruté depuis très, très peu ce qu'on a appelé un conseiller de parcours. Et on l'a délibérément appelé conseiller de parcours, même si sa formation initiale est psychomotricien, donc parcours pair, pour venir en soutien de ses collègues qui seraient en questionnement ou en difficulté dans l'accompagnement d'une situation. Voilà, donc c'est un travail un petit peu coûteux au départ, coûteux aussi en termes d'animation de réseau, parce qu'il s'agit bien d'animer quelque chose entre ces professionnels libéraux, de rappeler sans arrêt le sens, malgré, alors c'est le cas pour notre PCO, c'est moins le cas pour d'autres, nous on a vraiment un gros déficit pour le moment de conventionnement avec les lignes 2, donc il s'agit de rappeler qu'on n'est pas une nouvelle structure, qu'on travaille encore à cela et qu'il faudra, dès que possible, être en lien avec tous les médecins de ligne 2. Voilà, je m'arrête là, je passe la parole à Anne sur le conventionnement, sur l'approche avec les médecins de niveau 1. Juste avant, Christelle, parce que du coup, je surveillais les questions. On me demande d'une part si tu peux partager ton livret, donc ça, je te laisserai répondre. Et puis la deuxième chose, c'est quel outil tu as utilisé pour le fil de discussion? Alors, si je peux donner quelques... Alors, ce n'est pas des marques très... Voilà. Le petit livret, c'est un livret qui est utilisé dans le monde de l'éducation nationale. On a utilisé un support qui s'appelle Book Creator, qui est absolument sympathique. Je vous le ferai passer, bien sûr, mais il est toujours en ligne. Ce n'est pas quelque chose qu'on télécharge et qu'on garde quelque part. Et puis, le fil de discussion, eh bien, c'est la coordinatrice de la PCO qui nous a filé ce tuyau, entre guillemets, c'est Slack. Donc, c'est assez facile aussi pour tout le monde. Alors, sur la partie médicale, pour parler outils tout de suite, nous, on a un outil d'échange sécurisé en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle, par l'intermédiaire qui s'appelle Mon Cisra et qui nous permet d'échanger entre médecins généralistes, pédiatres, de façon sécurisée, qui est relativement bien déployée. On m'avait demandé de dire, en tout cas de raconter comment on sensibilise les professionnels depuis 1 an, médecins généralistes et pédiatres. Je dois dire que c'est dans tous les sens, à tous les niveaux. Je suis persuadée que les médecins ne sont pas encore tous informés. Et ce n'est pas plus mal parce qu'on a déjà beaucoup de dossiers. Ceci étant, ceux qui informent le mieux les médecins, ce sont quand même les familles qui, elles, ont bien eu l'information, qui sont très au courant du forfait précoce et qui ramènent souvent aux médecins la question de la plateforme. Il n'empêche que nous, on a globalement, depuis 1 an, hiérarchisé nos interventions, on va dire, sur 3 niveaux. Il y a d'abord la partie très institutionnelle. Ça, c'est facilité dans notre cas par le fait que nous avons en fait, on est un réseau de santé, donc on avait une antériorité là depuis 15 ans et donc on avait pas mal de professionnels qui étaient déjà listés pour lesquels identifiés. Et on a par ailleurs des partenariats au sein de la guidance, de la gouvernance partagée de la Maison des Réseaux, de nombreux partenaires que peuvent être,
en particulier le réseau de périnate Naître et Devenir, des établissements médicaux sociaux. On a bien sûr la PMI, l'éducation nationale, des représentants de l'URPS, de CPTS local. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Mais sur cette dimension-là, j'ai envie de dire que c'est une information très institutionnelle, très technique. Elle redescend, mais elle n'est pas forcément comprise, ou en tout cas sur le fonctionnement très pratico-pratique des PCO et sur comment, moi, dans mon cabinet libéral, je me saisis de cet outil, quelles sont les limites, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, cette information institutionnelle, elle ne suffit absolument pas. Elle est nécessaire, importante. Elle nous permet d'avoir des listings de médecins, mais encore une fois, elle est trop institutionnelle pour que les gens se rendent compte très concrètement de ce que ça représente sur le terrain. Donc, on le double par deux autres choses. D'abord, les formations continues, et en particulier par les formations continues en direction des médecins généralistes. On a beaucoup de séminaires qui sont organisés sur le secteur, sur à la fois le dépistage 0-6 ans, le TSA et les troubles des apprentissages. Et c'est vraiment des occasions importantes pour aller réexpliquer ce qu'est une PCO, comment on s'en empare, quels sont les objectifs. On intervient par ailleurs dans le DU de psychopatho à Lyon, des troubles du neurodéveloppement, et en master de neuropsychologie. Donc ça, c'est une information qui est très intéressante parce que pour le coup, on est sur des publics ciblés, intéressés, et on a le temps à la fois de développer ce qu'est la PCO et aussi de faire des cas pratiques, de bien montrer que c'est un outil, mais qui n'est pas désolidarisé de l'explication de ce qu'est un trouble du neurodéveloppement, de comment on fait au cabinet pour accompagner les familles, les enfants. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, une brique qui est importante et qui doit quand même être accompagnée de la troisième brique qui, moi, me prend énormément de temps, qui ressemble un peu à un travail de VRP, mais qui est indispensable, qui est plus un échange sur les situations individuelles, où là, il faut vraiment faire de l'appui, du compagnonnage. Alors, ça se passe par téléphone, par visio, par rencontre directe. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, avant le confinement, bien entendu, dans les salles, dans les cabinets médicaux, pour qu'autour d'une situation sur laquelle le médecin nous interpelle sans avoir bien compris ce qu'il allait faire, pourquoi, la famille l'a sollicité, mais il ne voit pas vraiment l'intérêt, il faut reprendre son téléphone, son bâton de pèlerin, aller expliquer qu'on sera à ses côtés, mais qu'il va être très investi. Ça, c'est peut-être le message avec Christelle qu'on fait passer le plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans les médecins de premier recours. Et ils ont parfois le sentiment que nous sommes effectivement une nouvelle structure et qu'on va faire à leur place. Alors, il se trouve qu'en Isère, en particulier pour le département que je connais le mieux, on a des relais en structure de niveau 2, mais pas beaucoup. La majorité de nos dossiers sont suivis en libéral et on ne peut pas faire sans le médecin, en particulier parce qu'au bout d'un an et demi de PCO, la famille, elle va rester avec son médecin. Donc, il est inenvisageable de faire sans lui. Moyennant quoi, sur ces situations individuelles, sur ces échanges particuliers, on peut avoir de la résistance, des inquiétudes, mais je trouve que l'accompagnement, le fait d'être à leur côté au moment des RCP, qui se font bien sûr en visio, le fait de pouvoir leur réexpliquer dans nos courriers les indications et ce pourquoi on demande tel ou tel bilan, tout cet accompagnement très personnalisé autour de situations individuelles, ça paye. C'est pas forcément facile, mais ça paye et ça permet quand même, par ce compagnonnage, de faire monter en compétence l'ensemble des médecins qui viennent vers la PCO. Et je pense que ce travail, même s'il est très coûteux, très important, il est absolument indispensable. Et il vient compléter l'ensemble des autres informations qui sont pour le coup très institutionnelles. Et pour faire la preuve, et après on répondra à vos questions bien entendu s'il y en a, mais les professionnels, je voudrais quand même réinsister, alors on a fait un énorme travail avec Christelle et l'ensemble des PCO d'Auvergne-Rhône-Alpes dans cette mobilisation des libéraux. Moi je suis contente d'avoir la parole aujourd'hui pour redire à quel point ils sont mobilisés. On a débuté les RCP, ils se connectent tout le temps à des heures qui sont parfois indues. J'ai fait cette capture d'écran que je partage avec vous, pas tant pour le fait de la visio, c'est juste pour montrer que la psychomotricienne, elle est dans sa voiture sur un parking. Voilà, ça se passe comme ça, la PCO. Sur le terrain, c'est difficile, mais ça se fait et les retours suite à ces RCP sont vraiment importants. Et pour le coup, les professionnels peuvent nous dire « Ah oui, ces échanges sont essentiels et nous permettent d'avancer ». Je précise juste que sur ces RCP, les parents sont connectés aussi. Et le plus souvent, ils sont au cabinet du médecin généraliste sur un temps de consultation qu'on a défini ensemble. Alors, je ne sais pas si peut-être on peut, si vous avez des questions, peut-être qu'on peut y répondre, ou sinon on y répondra. Globalement, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, les PCO, on est vraiment très à disposition de
si vous voulez nous contacter, les outils, on échange vraiment volontiers, donc n'hésitez pas encore une fois. Anne, je m'excuse, j'ai eu du mal à me reconnecter quand je vois les questions. Non, les RCP n'exigent pas que ce soit en présentiel tant qu'elles ont lieu. Et d'ailleurs, dans le cadre des instructions qui sont parues à l'occasion du déconfinement, il a été rappelé que compte tenu de la situation extrêmement grave dans laquelle on se situait, tout ce que vous pouviez faire en tant que PCO en distanciel était autorisé. C'est-à-dire le premier pas de dialogue avec la famille, les éléments de constitution du dossier, tout ce qui peut économiser du temps de présentiel peut se passer en distanciel. Voilà. Et il n'y a pas d'exigence à ce que, en particulier dans des territoires où les transports ne sont pas extrêmement pratiques, à ce que les professionnels se déplacent jusqu'à la PCO. On a voulu le forfait pour justement se rapprocher des familles, se rapprocher des professionnels et faciliter et fluidifier le parcours. L'enjeu est de ne pas complexifier encore plus et empêcher ces réunions parce qu'on aurait des exigences de présentiel. Voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est quelque chose qu'on a testé de fait au moment de la première vague. Ça marche extrêmement bien. Moi, j'ai cette expérience réseau avec des animations de RCP en présentiel depuis 15 ans. J'avais quelques doutes, honnêtement, en visio. Alors, on ne laisse pas les familles toutes seules devant leur écran. On demande à ce qu'elles soient au cabinet du médecin. Et on ne laisse pas vraiment le choix aux médecins. J'ai vu une réflexion pour dire, nous, les médecins n'y participent pas. En fait, moi, la façon dont j'organise les RCP, c'est qu'on commence par demander sur la semaine temps au médecin 2 ou 3 créneaux et on part de ses possibilités pour organiser les RCP. Donc, c'est pas le médecin généraliste qui se met ou le pédiatre qui se met à disposition de la PCO, c'est le médecin de la PCO qui se met à disposition du généraliste à des heures parfois indues, c'est vrai, mais ça marche comme ça et c'est comme ça qu'on les mobilise et que ça marche le mieux. Alors oui, je vois les questions qui défilent. Effectivement, le distanciel n'est possible que quand les familles sont équipées. Donc, évidemment, on se heurte à cette problématique-là aussi. Oui, mais encore une fois, je réinsiste, c'est-à-dire que nous, on fait venir la famille chez le médecin. Pour éviter d'avoir trop de monde, on fait venir la famille au cabinet de son médecin habituel. Et c'est rare que les médecins ne soient pas équipés pour la visio. Et c'est aussi rare que les gens n'aient pas au moins un téléphone. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a on a eu peu de limites techniques. Et la consultation. Un rappel, hein, le principe même de la PCO, c'est 0 reste à charge. Donc, la consultation n'est pas payante pour la famille. Il y a une dernière question, Anne, sur le temps que durent ces RCP. Alors, au fil de l'eau, ils vont de plus en plus vite. Non, c'est très variable d'une situation à l'autre, mais globalement, ça va de 45 minutes si elle est bien préparée à 1 heure. Voilà, et ça a pu aller jusqu'à 1h30 pour des situations très particulières, avec besoin d'un temps entre professionnels au préalable, etc. Mais on est de plus en plus rodés. Les professionnels ont déjà fait leur retour aux familles et on est vraiment là pour faire la synthèse. C'est très technique, donc ça prend de moins en moins de temps. Mais c'est difficile d'imaginer quand même moins de 45 minutes. Et sur le financement de la consultation, c'est vrai que moi, je demande aux médecins qu'ils utilisent la cotation à 60 € pour ce temps-là. Je ne suis pas tout à fait sûre que les 60 € ils soient tout à fait justifiés pour remplir le carnet de repérage. Je les trouve beaucoup plus justifiés pour ce temps de concertation qui, au demeurant, ne fait partie d'aucune qui ne peut pas donner lieu à une consultation tellement payée. Donc, ça me semble plus raisonnable d'utiliser 60 € pour cette réunion. Mais c'est un avis personnel. Alors, sur les tarifs des médecins généralistes et des pédiatres, dans le cadre de la Convention nationale interprofessionnelle. Donc, on a les 2 consultations CTE et CSE. Je vous rappelle que vous avez des petits livrets utiles qu'on a mis à disposition à la délégation pour rappeler ces tarifs parce que les médecins généralistes et les pédiatres nous expliquaient qu'ils nageaient un peu dans la NGAP sur autisme et troubles du neurodéveloppement. À rappeler quand même qu'il y a aussi des tarifs spécifiques pour les pédiatres qui sont aussi plus intéressants. Et enfin, il y a à ce stade des négociations conventionnelles en cours et je peux vous confirmer que les troubles du neurodéveloppement figurent parmi les discussions. En revanche, c'est une affaire qui se déroule entre l'assurance maladie et les syndicats professionnels.
Et donc, même si nous exprimons des besoins, les arbitrages se feront dans le cadre de ces négociations-là. Voilà. Donc, effectivement, on a exprimé ce besoin de soutenir financièrement les moments de RCP auprès des professionnels de première ligne qui, au passage, pour certains, sont de niveau de deuxième ligne quand ils sont très investis dans les troubles du neurodéveloppement. Mais voilà, ça s'inscrit dans des négociations très, très, très larges qui dépassent largement notre champ. Je vois beaucoup de remarques sur les renforcements de vos structures pour la coordination. C'est un sujet sur lequel je vais vous interroger tous, c'est-à-dire de quel renforcement vous avez bénéficié, quelles sont les caractéristiques des professionnels que vous avez engagés. Dans un certain nombre de cas, il y a un temps médical très restreint ou plus ou moins important, et souvent un professionnel qui est en charge de la coordination qui n'est pas médecin. Donc, on a des infirmières de pratiques avancées, on a des infirmières coordinatrices, on a des psychomotriciens, on a des ergothérapeutes. Il y a un temps non médecin de coordination. Ça dépend du budget alloué par l'ARS, évidemment, de la base populationnelle évaluée. On a aujourd'hui beaucoup de retours comme quoi ce renforcement serait insuffisant. On va avoir besoin d'évaluer cela avec vous, c'est-à-dire que ça va encore donner lieu à un tableau que vous devrez remplir sur Symbiose, et je m'en excuse, mais c'est pour le bien, c'est-à-dire de tous. C'est pour évaluer s'il y a des vraies difficultés dans certains territoires, et c'est aussi pour voir les choix que vous faites aussi en termes de recrutement. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 9h30 et j'avais dit que je passais la parole à Jérôme et Raphaël. Raphaël, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a, si vous arrivez à vous montrer. Ma caméra ne marche pas. Ah, voilà. Mais au moins vous m'entendez, donc c'est le plus important. Donc Raphaël et Jérôme vont faire un duo pour vous présenter un peu leur modalité de relation financière avec les professionnels contractualisés, et enchaîneront sur le e-parcours qu'ils ont mis en place. Sur cet aspect-là, je vais revenir sur ce que j'ai dit hier. La PCO fait écran entre l'assurance maladie et les professionnels. Et donc, la PCO doit s'organiser dans le paiement des professionnels, avec une petite subtilité qui est assez complexe, qui est de dire on paye au forfait, mais on ne va pas attendre 3 mois pour payer les professionnels. Donc, on peut redécouper. Mais ça doit rester un forfait, on ne peut pas payer à la séance, ce n'est pas possible, parce que ça doit inclure des comptes rendus, des réunions pluriprofessionnelles. Et si on se met à payer à la séance, on retourne à une logique par acte. Donc voilà. Je laisse Jérôme présenter comment il s'organise eux. Donc oui, avec Raphaël, on va vous présenter un petit peu les ajustements qu'on a pu faire sur ce niveau. Raphaël va d'abord vous présenter un petit peu les modalités de collaboration qu'on a mis en place avec les libéraux. Et moi, je reviendrai sur l'aspect un peu plus financier et le contexte dans lequel on l'a fait, parce qu'effectivement, même si on a une vraie mobilisation des libéraux, je partage tout à fait votre avis là-dessus. Au départ, on avait un contexte un peu plus difficile par rapport à la communication qui avait été faite au départ sur les différents textes, qui fait qu'on a dû aussi travailler à rattraper, à essayer de récupérer les professionnels libéraux dans la démarche pour les avoir dans les contractualisations. Donc, je vais laisser Raphaël tout de suite vous présenter un petit peu nos modalités de collaboration avec les libéraux, et moi, je reprendrai la parole par la suite. Oui, donc justement, moi je suis coordinateur à la PCO de Rouen, mais coordinateur non médical, ce qui fait que je vais beaucoup travailler avec les professionnels libéraux avec lesquels on va pouvoir mettre en place des conventions de partenariat. Donc la convention PCO pour nous, ça permet de lier la plateforme aux professionnels sur un certain nombre d'aspects comme le respect des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. On discute à ce moment-là aussi justement du forfait précoce, de la façon dont il est installé, du fait que par exemple pour un psychomotricien, ce sera
1 500 € par an et par enfant, ce qui comprend les bilans, 35 séances d'intervention et le travail en partenariat avec la PCO et particulièrement avec les coordinateurs non médicaux comme moi ou les médecins si besoin. On a mis dans notre convention aussi récemment le fait qu'il n'y a pas de surfacturation en PCO, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels qui remontaient du terrain le fait que eux, ils auraient facturé un peu plus cher que ce que nous on proposait. Le suivi. Donc, on se met bien d'accord là-dessus dès le début. Le forfait, c'est 1 500 € pour l'année, enfin en tout cas pour les 35 séances, et il n'y a pas de surfacturation proposée à la famille. Ça permet de créer déjà un petit lien avec le professionnel libéral. En plus de ça, étant donné que la PCO de Rouen, elle est associée au PCPE de Haute-Normandie, on met aussi en place des contrats d'accompagnement, donc qui sont tirés du fonctionnement du PCPE pour chaque enfant. Donc, le professionnel a une convention de partenariat PCO pour lui, et pour chaque enfant, il y a un contrat d'accompagnement qui permet de cibler quelques objectifs sur lesquels on va travailler prioritairement. Donc, ces objectifs-là, c'est intéressant parce que ça permet de questionner la situation individuelle de l'enfant avec le professionnel, mais aussi avec la famille et avec le médecin adresseur et le médecin de la plateforme. C'est-à-dire que un médecin adresseur donc, nous envoie le formulaire de repérage qu'on connaît tous. À partir de là, nous, on fait un staff sur lequel on essaye d'évaluer cette demande, etc. Donc, les médecins de la plateforme préconisent certaines choses, rediscutent ce qui a été proposé par le médecin adresseur. Et nous, à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre en place en partenariat avec la famille des objectifs de travail qu'on va proposer aux psychomotriciens, psychologues et ergothérapeutes. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de pas se disperser, parce que des fois, avec des tout petits, on a besoin de mettre en place beaucoup de choses très rapidement. Ça fait que des professionnels peuvent être un petit peu perdus, pas savoir exactement quoi faire en premier. Et là, l'intérêt de la coordination, c'est de dire, voilà, le psychomotricien peut travailler ça prioritairement, l'ergothérapeute, cet axe-là, le psychologue, celui-ci. Et nous, en lien avec une seconde ligne ou avec le médecin adresseur, on va travailler la MDPH ou travailler le lien vers la seconde ligne, etc. C'est vraiment pour moi le centre de la partie coordination parce que ça permet d'avoir déjà une vision pour la famille de ce qui va être son projet, donc avec toutes les incertitudes évidemment qu'il y a autour du profil de l'enfant, puisqu'ils sont tout entrée de parcours, on ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura une situation de handicap à la suite, etc. Mais ça permet d'avoir un peu cette vision globale de parcours et de comment ça va s'agencer pour eux. Ça fait que la famille aussi, elle est mise dès le début au centre des échanges. On discute avec elle de ce qu'ils veulent, de ce que le médecin a proposé, de ce que nous, on peut potentiellement proposer pour eux. Et donc, comme ça ancre tout le monde autour de ce contrat d'accompagnement qui est signé par le professionnel, par la famille et par nous. Voilà comment on fonctionne majoritairement avec nos professionnels. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, Jérôme. Non, mais c'est très bien. Je continue donc, mais on y reviendra s'il y a des questions sur le sujet. Alors ensuite, sur la rémunération des professionnels libéraux, alors là, vous voyez sur la diapo, en fait, c'est ce qui est prévu par les textes. Donc, on est vraiment sur un schéma standard. Mais en fait, dans la pratique, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés en termes de mise en œuvre dans la réalité de travail des professionnels libéraux. Je prends un exemple. Par exemple, on avait pas mal de psychomotes qui, dans la gestion de leur liste d'attente, par exemple, réalisent un bilan d'évaluation à un temps T, puis mettre l'enfant en liste d'attente pour ensuite débuter les prises en charge. Alors, je sais évidemment que ce n'est pas l'idéal en termes de mise en place et ce n'est pas les attendus que l'on pourrait avoir au départ dans la collaboration, mais dans un souci de ne pas freiner cette collaboration, on a dû tenir compte aussi de ces réalités de terrain-là avec les professionnels libéraux, donc on a dû s'adapter à ça. Donc ça, c'est par exemple une situation qu'on a rencontrée chez les psychomotriciens. Ensuite, beaucoup nous ont, dans la mise en œuvre également, effectivement, on a 35 séances, mais ces 35 séances ne peuvent pas se répartir de façon régulière, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de vacances, il y a des périodes de vacances de la famille, des périodes de vacances du professionnel, il y a des périodes de vacances scolaires, ce qui fait que parfois ça peut retarder les différentes séances, ce qui fait que si on respectait ce paiement par quart, eh bien, on ne serait pas un paiement au trimestre, mais parfois on serait un paiement qui serait bien plus long. Donc, dans nos échanges, on a aussi, nous, rencontré beaucoup les psychomotes, les ergots, par groupe, par représentation départementale, ce qui nous a permis d'avoir des retours sur la pratique. Et ça nous a permis d'ajuster ces montants. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on propose finalement 4 modalités de paiement. Et Jérôme, je me permets de vous interrompre. Vous n'avez pas bougé de slide. Ah, et donc, tout le monde ne voit que la première slide pour l'instant.
Ah, ça, c'est pas normal. OK. Du coup, je vais me reprojeter sur… pardon. Donc, oui, il y a un petit souci de partage d'écran. Est-ce que vous pouvez repartager? Oui. Alors, en fait, quand vous faites dérouler pour vous-même, voilà, c'est ça. Là, maintenant, on le voit. Parfait, très bien. Excusez-moi. Donc, je reviens. Vous pouvez, les participants peuvent-ils me confirmer qu'ils voient, puisque c'était une alerte? Oui, il faut peut-être juste sur l'écran, Jérôme, vous mettre en projection directe parce que là, ça fait tout petit vu de l'autre côté. Oui, voilà, ce sera plus lisible si on y arrive. Voilà, j'ai confirmation que c'est bon. Ça y est. Okay. Donc là, vous avez effectivement, tel qu'il était prévu au départ dans les textes, c'est ce que je venais de vous dire. Et aujourd'hui, j'espère que ça va marcher. Décidément, ça ne va pas. Voilà. Est-ce que là, donc vous avez ce qu'on appelle nous l'annexe financière, ce qui reprend les 4 modalités de paiement que l'on a identifiées, que l'on joint en contrat d'accompagnement, ce que vous présentez Raphaël tout à l'heure, c'est-à-dire dans le contrat, le professionnel va choisir quelle modalité de paiement il veut mettre en place. Alors, vous avez les premières modalités qui sont uniquement sur les bilans simples. Donc ça, c'est assez standard, c'est ce que tout le monde doit réaliser. La modalité de paiement au quart, c'est finalement aujourd'hui une modalité que les professionnels ne retiennent quasi plus. Et ensuite, on a des modalités de paiement. On paye d'abord le bilan et ensuite, on paye toutes les 5 séances, ce qui nous permet en fait de respecter le cadre du 1 500 € pour le forfait et bilan, mais qui est réparti aux 5 séances. Ça, c'est la modalité 3. C'est ce qui permet en fait de réduire le temps de paiement des libéraux et de faciliter un petit peu la collaboration sur ce sujet-là. Et enfin, la 4e modalité, c'est lorsque, par exemple, le bilan a déjà été réalisé en amont par ce psychomotricien ou par un autre psychomotricien, et où dans les collaborations qui sont mises en place, le psychomotricien accepte de repartir de l'évaluation qui a déjà été faite antérieurement. Et ensuite, on a donc remplacé la modalité du bilan par une modalité finalement de 5 séances supplémentaires, ce qui peut nous amener jusqu'à 40 séances, avec un paiement là aussi aux 5 séances, avec des petits écarts de montant, mais qui globalement respectent là encore le montant de 1 500 € pour nos ergothérapeutes et nos psychomotriciens dans l'ensemble. Ce qui fait que ça nous a permis aussi d'aller chercher un nombre plus important de professionnels qui avaient une crainte quand même sur les délais de paiement, qui avaient une crainte aussi sur les attendus que l'on pouvait avoir par rapport à différentes séances. Et donc, c'était important qu'on puisse ajuster ces modalités tarifaires. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec eux pour le moment. On aura encore d'autres ajustements à faire dans le temps, mais aujourd'hui, ça a permis quand même de beaucoup apaiser les professionnels par rapport à cette question de la rémunération. Donc, aujourd'hui, on est plutôt satisfait de cette organisation-là. Voilà pour les modalités tarifaires. On a aussi, d'un point de vue clinique, ajusté certains attendus qu'on pouvait avoir. Il y avait un attendu de décrit tous les 3 mois. On a, nous, un échange téléphonique, par exemple, au bout du 3e mois entre le coordonnateur professionnel et le professionnel, avec une note écrite qui peut nous être remontée. Un bilan à 6 mois qui, par contre, là, qui nous est envoyé par le professionnel libéral, et un bilan final avec une participation à l'ensemble des RCP si nécessaire. Donc, on a aussi essayé d'alléger parfois l'attendu écrit. Il faut comprendre aussi qu'on part de loin parfois pour certains professionnels libéraux. Certains n'étaient pas du tout habitués à la contractualisation. Certains n'étaient même pas habitués parfois à la facturation. Donc, on part parfois de situations individuelles de professionnels libéraux qui sont quand même très éloignés de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Donc, il a fallu travailler sur cet aspect-là. Le fait qu'on ait eu un PCPE en amont a facilité quand même beaucoup cette notion de contractualisation parce qu'ils avaient déjà cette habitude de contractualisation avec le PCPE. Voilà. Ça va? Je ne sais pas si… Alors, Jérôme, l'une des questions qui est posée est si la CEPAM de rattachement vous a challengé là-dessus ou pas. Non, on est d'accord. Je rappelle, la CEPAM de rattachement à laquelle vous envoyez vos éléments suit le forfait par enfant. Et donc, elle suit le nombre de séances par enfant et le fait qu'on ne paye pas des séances non faites. C'est ça que suit la CEPAM.
En fait, par contre, ils vont quand même nous suivre sur la notion de quart Oui. de forfait. Ce qui fait qu'effectivement, en fait, vous voyez que dans l'organisation qu'on a mis en place, le paiement par 5 séances permet quand même pour nous de faire un point. On transforme ces données-là finalement pour les données CEPAM, ce qui nous permet de dire, voilà, on est rendu au premier quart, au deuxième quart, au troisième quart, ce qui fait qu'on arrive à avoir une reddition de compte qui est relativement cohérente par rapport aux attendus de la CEPAM, tout en nous permettant des ajustements sur le terrain qui sont là invisibles pour la CPAM. On n'a même pas demandé l'autorisation de la CPAM, mais de toute façon, on savait on était en capacité de le faire. Donc ça ne pose pas problème pour notre édition de compte. Sur la notion de forfait bilan plus intervention transformé à forfait intervention, parce que le bilan aurait été fait préalablement, ils sont étonnés que vous le fassiez. Je reviens encore à cette notion-là. Le contrat type est est spécifique et mentionne bien qu'il y a un ajustement pour les enfants en nombre de séances. Et donc, il vous permet ces ajustements-là. Et on a été au moment des créations, et je le redis là, assez clair sur le fait qu'évidemment, dans le cadre de la montée en charge, souvent ce sont des psychomotriciens et des ergothérapeutes qui accueillent la famille, qui savent que la famille a des vraies difficultés de paiement, qui ont déjà fait le bilan et qui savent que l'enfant a un besoin d'accompagnement, qui vont se tourner vers la plateforme en disant cette famille a besoin d'être accompagnée, cette famille a besoin de financement, elle ne pourra pas financer les séances d'intervention. Donc voilà, je rappelle que dans le cadre de cette montée en charge, le fait que le bilan soit fait avant le financement par la plateforme n'est pas anodin. Voilà. Je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de questions qui émergent. Il y a un problème de son, mais qui semble apparaître que chez certains. Donc, je pense que c'est sur votre ordinateur et pas le nôtre. Et un deuxième point, oui, tous les documents seront partagés sur Symbiose. Je passe la parole à Christelle et je me tais. Oui, juste pour répondre à la question, avez-vous beaucoup d'absentéisme? C'était une question qu'on s'était posée, nous, avant l'ouverture même de la PCO, parce que la PCO intervient sur plusieurs territoires, dont des territoires avec des zones blanches importantes et des familles en grande difficulté ou en difficulté même de déplacement. Et on avait imaginé un absentéisme important. Eh bien, pour le coup, après 10 mois d'ouverture et un grand nombre de forfaits précoces démarrés, il y a finalement assez peu d'absentéisme. Je crois que les familles ont aussi compris, et on leur dit bien quand même, que c'est une vraie chance que de pouvoir bénéficier de ces séances en libéral. Les libéraux, bien entendu, leur rappellent. On a aussi des modalités qu'on leur explique au départ, c'est-à-dire qu'on peut bien entendu rater une séance, deux séances, si on est empêché pour une raison ou pour une autre, à condition, mais comme dans le droit commun, de prévenir le libéral avec qui on avait rendez-vous. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu à étudier de fin de parcours où la famille ne se rend plus du tout au rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport aux séances où je voyais la question de Mme Taton par rapport aux seules rééducations qui peuvent être financées, quand je parlais que le bilan avait été réalisé en amont et que du coup on transformait la partie bilan en intervention, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un enjeu là aussi de cohérence dans le parcours. Et nous, on est là aussi pour être vigilants par rapport à la qualité du bilan qui a été fait en amont. Donc, si tout ça est dans un dialogue entre le bilan réalisé, le coordonnateur professionnel, le professionnel qui va prendre la suite du parcours, ce qui fait qu'on va bien évidemment échanger ensemble pour se dire est-ce que le bilan qui a été réalisé dans un premier temps est suffisant pour vous permettre de mettre en place les interventions. Si le professionnel libéral est d'accord, alors on ne refait pas un bilan parce qu'on est quand même souvent dans des parcours où on bilante régulièrement. Donc, c'est aussi pour éviter cette notion de rebilantation, enfin bref, vous m'avez compris, de rebilantage, merci. Ce qui fait que c'est surtout pour éviter cet aspect-là. Mais tout ça se fait bien évidemment en accord, famille, professionnel, coordonnateur, et on est très soucieux de la qualité du bilan qui a été fait en amont, c'est très important ça. Merci Jérôme. Christelle, vous vouliez réintervenir et après je passerai la parole à Pascal sur les psychologues avant de revenir sur le e-parcours mis en place par Rouen avec Marie-Gabrielle.
Ok. Très, très rapidement, parce qu'effectivement, les questions d'ordre financier et le lien avec la CEPAM et les libéraux, je pense qu'on pourrait y rester toute la journée tellement les PCO qui n'ont pas encore ouvertes sont forcément inquiètes par ces situations et que finalement, ça se travaille plutôt facilement, ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est pas, et ça, je trouve que c'est important qu'on l'ait tous en tête, c'est pas tant l'absentéisme des familles, c'est de plus en plus, et on le voit malgré le nombre très important de contractualisation, on a déjà un engorgement sur le 06, 07, et des familles qui sont déjà dans l'attente de plusieurs mois de professionnels qui sont blindés. Donc, c'est une grande réussite de ce côté-là, mais on voit déjà que sur le terrain, elles sont sursollicitées. Donc, c'est plus ça qu'il faut déjà anticiper à l'ouverture. Voilà. Je vais passer la parole à Pascal parce qu'on a débordé un peu de notre temps et nous avons une présentation via trajectoire qui va être pénalisée. Pascal, est-ce que vous pouvez présenter un peu les travaux qu'on a menés? Donc, pour rappel, Pascal est de la plateforme Finistéroise et a participé aux négociations autour des tarifs des psychologues qui sont en train d'aboutir. J'aimerais que vous me disiez comment je fais pour activer mon diaporama. Vous allez dans partager l'écran et si votre diaporama est sur votre écran, vous allez pouvoir cliquer sur votre diaporama. Ah, d'accord, merci. Vous voyez? Non, votre diaporama doit être d'ores et déjà ouvert quand vous partagez l'écran. Ah, pardon. Il faut fermer. Ouais. Je vais le rechercher alors. Je suis désolée, je ne sais pas trop comment on fait. Alors, peut-être que JNCRA peut prendre la main et supprimer le partage. Je vais prendre la parole en attendant que vous puissiez vous y retrouver, Pascal. Il faut que vous arrêtiez le partage d'écran. Donc, vous retournez en bas de votre écran et vous enlevez le partage. Je vais reprendre la parole. À ce stade, voilà. À ce stade, les psychologues… c'est moi qui peux annuler le partage puisque je suis animateur. Donc, en haut, option d'affichage, arrêter le partage du participant. Voilà, j'ai arrêté votre partage, Pascal. Vous ouvrez votre PowerPoint et ensuite seulement, vous faites le partage d'écran pour choisir l'écran qui apparaît. Donc, compte tenu de la diversité des métiers exercés par les psychologues, il est apparu très vite qu'on ne pouvait pas, à l'instar des autres professions de santé, considérer voilà, c'est parfait. Et vous mettez en mode diaporama, ce sera encore mieux. Ça ne marche pas? Si, ça va marcher. Ah, super. Voilà. Donc, nous avons considéré qu'il fallait préciser ce qui était attendu des psychologues dans le cadre des plateformes, exercices auxquels se sont astreints les syndicats nationaux des psychologues, la Fédération française des psychologues et de psychologie et un certain nombre d'experts psychologues auxquels nous avons eu recours pour chacun des troubles du neurodéveloppement. Je passe la parole à Pascal. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup aussi Delphine Corlet de m'avoir invité à intervenir sur ce webinaire. Je me présente, donc je suis professeure de psychologie à l'Université de Brest et je fais une étude de validation de la première grille de dépistage sur la PCO 29, donc du Finistère. J'ai participé à la rédaction des différents textes sur lesquels je vais m'appuyer et je suis membre de la FFPP, Fédération française de la psychologie et des psychologues. La question soulevée aujourd'hui, c'est comment mobiliser les psychologues pour intervenir sur les PCO, parce qu'il semble que ce soit difficile. Dans les différentes réunions que nous avons eues, j'ai bien compris que toutes les PCO ne fonctionnaient pas forcément avec les mêmes difficultés. Mais pour vous donner un exemple, sur la PCO du Finistère, il y a actuellement 150 enfants acceptés sur le parcours de soins. Et il y a seulement 4 psychologues qui ont accepté de contractualiser avec la plateforme. Donc, voilà une difficulté, par exemple. Il y a, je pense, 2 entrées qui puissent expliquer cette difficulté à contractualiser les psychologues avec les plateformes.
En premier, la psychologie est pluridisciplinaire. Alors, on peut se poser la question, quelle psycho pour les PCO? Si on s'appuie sur les textes, ces psychologues doivent être en capacité de réaliser des bilans approfondis, qualitatifs et quantitatifs, et de rédiger des comptes rendus très détaillés en termes suffisamment clairs pour qu'ils puissent être compris par des personnes qui ne sont pas spécialistes de la psychologie. Ils doivent respecter les recommandations de l'HAS et utiliser évidemment des tests validés scientifiquement. En termes de psychologues, il existe les psychologues du travail, il existe des psychologues sociaux. Ceux-ci n'ont pas la formation pour faire les bilans approfondis. Il y a les psychologues cliniciens, mais il y a les psychologues cliniciens psychanalystes. Et donc, de principe, les psychanalystes n'utilisent pas les tests pour faire les bilans. Là, je vous recommande de bien regarder dans les CV parce que certains ont la formation et d'autres pas. Il s'avère que ceux qui semblent être les mieux outillés pour faire ces bilans et contractualiser avec la plateforme sont les psychologues du développement de l'enfant et de l'adolescent et les neuropsychologues. Mais attention, parce que j'ai souvent entendu dans les réunions que nous avons eues des médecins notamment dire il faut que ce soit des neuropsychologues absolument. Certains neuropsychologues sont spécialistes du vieillissement, interviennent pour les bilans des personnes suspectées d'avoir Alzheimer, par exemple, interviennent sur les ateliers mémoire et ne vont pas faire des bilans pour les enfants et les adolescents. Donc, bien s'appuyer sur les textes qui sont en cours de relecture et qui, j'espère, vont bientôt être signés pour regarder dans les CV, regarder si le psychologue qui souhaite contractualiser correspond bien à ce qui est demandé pour les PCO. Ensuite, quand vous avez un psychologue qui correspond bien en termes de CV, il s'avère que dans la formation initiale des psychologues, ce n'est pas classique de former aux outils qui permettent de dépister l'autisme, par exemple, comme l'ADIR, l'ADOS. Beaucoup de psychologues nous disent aussi qu'ils n'ont pas été formés pour faire des bilans des bébés ou des très jeunes enfants, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, puisque c'est vers 3 ans qu'on peut utiliser les épreuves de Wechsler. Hein. Avant, il faut utiliser d'autres outils. Et là, une nouveauté dans le texte qui est en cours de relecture, j'ai extrait le passage. Dans le cas où un psychologue sollicite la conclusion d'un contrat sans disposer de l'expertise nécessaire, la structure peut lui proposer l'accès à une formation adaptée. Alors ça me semble vraiment très important. J'ai quand même 2 questions. Delphine, vous nous avez dit qu'on peut dire un petit peu tout ce qui nous vient, quoi. Il ne faut pas s'auto-censurer. Donc, la structure, est-ce que c'est la PCO? Hier, nous avons eu une autre réunion où j'ai entendu que la structure, c'était à considérer de façon plus vaste. Et sur quel budget? Est-ce qu'il y a un budget qui va être accordé à la PCO pour permettre de proposer ces formations qui rendraient ces psychologues encore plus compétents pour répondre aux besoins des plateformes? Ensuite, le deuxième point qui jusqu'à présent freine la contractualisation des psychologues sur les plateformes, c'est clairement les tarifications qui étaient proposées. Là aussi, c'est en train d'évoluer. Donc, aujourd'hui, vous voyez, différents types de bilans et la nouveauté, différents moments de sollicitation pour le psychologue sur les plateformes. Je vous ai mis les différents cas. Premier cas, on imagine le médecin de première ligne qui coche, qui répond, qui remplit la grille de dépistage, qui l'envoie sur la plateforme. Dans son formulaire d'adressage, il a mis la petite croix sur psychologue ou bilan d'un neuropsychologue. Cette grille arrive dans les mains du médecin coordinateur de la plateforme. On est au début de l'entrée de l'enfant dans le parcours de soins. Le psychologue peut être sollicité pour faire un premier bilan qui est appelé dans les textes une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant, que j'aurais tendance à appeler la première rencontre avec l'enfant et la famille. C'est le moment où on va faire l'anamnèse de l'enfant, on va faire l'anamnèse des troubles, où on peut aussi
selon les troubles que l'on suspecte, utiliser des questionnaires. On a le questionnaire autisme, par exemple. On a les échelles de Conners pour si suspicion de TDAH. C'est vite présenté, ça donne des indications. Vous voyez, cette première évaluation est tarifée à 120 €. Et puis, j'ai mis en rouge où est. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, le psychologue va décider s'il propose un bilan beaucoup plus approfondi, beaucoup plus complet, incluant des grosses batteries, c'est-à-dire tests psychométriques pour évaluer s'il y a une déficience intellectuelle, tests neuropsychologiques, et il va faire des comptes rendus extrêmement détaillés. Donc, ce bilan est tarifé à 300 €. Donc, c'est important que vous voyez que les deux sont disjoints. Donc, on peut rester sur la première évaluation si on considère que pour le moment, la suspicion des troubles TND n'est pas avérée d'après le psychologue. Il ne continue pas, il reste sur ce premier bilan. Ensuite, il peut faire le bilan approfondi. Ensuite, donc oui, aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'il semble acquis, je parle sous le contrôle de Delphine Corlet, de la possibilité de combiner les deux bilans, donc 120 € plus 300 €. Ensuite, si le psychologue le juge nécessaire, il y a la proposition de la mise en place d'une intervention, d'un programme individualisé d'intervention fonctionnelle sur la base, comme pour les autres professionnels. C'est un forfait d'intervention précoce s'appliquant aux psychologues qui comprend un minimum de 35 séances d'intervention de 45 minutes. Ce forfait d'intervention étant tarifé 1 500 €. Donc, si on avait, et ça n'est pas toujours le cas, je vais vous le préciser, un psychologue qui fait la première évaluation, qui fait la seconde et qui engage le programme d'intervention, il va avoir comme rémunération 1 500 € plus 120 plus 300 €. Deuxième cas de figure qui est récent dans les derniers textes en cours de relecture, le psychologue peut aussi être sollicité au cours du parcours de soins. Je vous ai mis l'extrait de l'arrêté. Le psychologue peut être saisi au cours du parcours du bilan ou d'intervention précoce de l'enfant par le médecin coordonnateur de la plateforme pour faire une première évaluation ou une évaluation complémentaire ou pour intervenir auprès de l'enfant. Alors, imaginons que le psychologue ait fait sa première évaluation, qu'il n'ait pas jugé nécessaire à ce moment-là de mettre en place le gros bilan et de mettre en place l'intervention. On arrive au moment de la réunion de synthèse qui doit se faire dans les 6 mois après l'entrée de l'enfant sur le parcours de soins. On a les différents bilans et là, on peut considérer, parce qu'il y a 6 mois qui se sont déroulés, on peut considérer que c'est nécessaire que cet enfant revoie le psychologue ou voit le psychologue s'il ne l'a pas vu avant. OK ? Dans la vie courante, c'est aussi très fréquent qu'un enfant suivi par un orthophoniste pour des problèmes de troubles du langage écrit, du trouble du langage oral, suivi par un psychomotricien ou un ergothérapeute, à un moment donné de ce suivi, le professionnel se dise « Non, il y a autre chose, il faut que cet enfant voie un psychologue ». Vous voyez donc, très important, cette réunion de synthèse qui peut permettre à ce moment-là de solliciter le psychologue et donc d'engager un forfait qui sera déclenché sur des séances sur une durée plus courte. La autre spécificité du psychologue, certains vont s'engager et vont contractualiser pour faire les bilans, mais ne se sentent pas avoir les compétences pour engager ou la disponibilité en fonction de leur travail en libéral pour engager un programme d'intervention. Nous avons indiqué dans les annexes des textes, ces programmes d'intervention sont à orientation cognitivo-développementaliste, nous les avons ciblés. Donc, ces psychologues s'engagent sur la plateforme et ne font que les bilans. D'autres vont au contraire ne pas avoir la disponibilité pour faire le bilan, mais sont d'accord pour assurer le programme d'intervention. Et d'autres vont assurer à la fois les bilans
et les programmes d'intervention. Donc, cette spécificité du psychologue impose de fait une certaine souplesse dans leur contractualisation avec les PCO. Et nous sommes assez contents parce que les textes tels qu'ils ont évolué, tels qu'ils sont écrits actuellement, ils sont en cours de relecture. Delphine nous a bien expliqué qu'après la moulinette administrative, il y a des choses qui peuvent changer un peu. Il y a quand même des choses qui me semblent acquises, c'est-à-dire la possibilité de combiner les deux bilans, 120 € pour plus 300 €, et de dissocier les moments où on va solliciter le psychologue sur le parcours de soins. Voilà pour ces précisions. Delphine, vous m'avez aussi, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais à plusieurs reprises, on est venu à parler avec les autres collègues sur la prescription médicale. J'ai rediscuté hier soir avec le président de la FFPP pour savoir comment on a envie de se positionner là-dessus. Parce qu'en effet, d'après le code de déontologie, un des psychologues que j'ai ressorti ici, le principe 3, responsabilité et autonomie, et le psychologue, dans sa profession, n'est pas soumis à la prescription médicale. Il se trouve que du côté de la FFPP, on pense qu'on ne peut pas déroger à cette prescription médicale pour la contractualisation sur les PCO parce que c'est le principe de fonctionnement des PCO. C'est-à-dire à partir du moment où la grille arrive entre les mains du médecin coordonnateur, dans le formulaire d'adressage, il est indiqué la petite croix, il faut un bilan auprès d'un psychologue ou neuropsychologue. Forcément, c'est le médecin coordonnateur qui va solliciter le professionnel et donc qui va solliciter le psychologue. C'est le syndicat, le SNP, qui insistait sur le fait qu'on n'est pas soumis à la prescription médicale. N'empêche qu'on voudrait que soit distingué d'une part prescription fonctionnelle et d'autre part dépendance technique. Voilà. Parce que le psychologue est et doit rester libre d'utiliser les outils qu'il juge adaptés à son bilan. Nous l'avons écrit dans l'arrêté d'expertise, page 4, nous avons écrit « Le psychologue est responsable du choix de ses outils ». Évidemment, à partir du moment où ces outils sont en accord avec les recommandations de l'HAS et que ces outils sont des outils validés scientifiquement, mais il doit avoir cette autonomie. C'est-à-dire, concrètement, le médecin ne va pas dire au psychologue, vous devez utiliser la WISC-5. C'est le psychologue de juger quels sont les outils qu'il va utiliser de façon adaptée à son bilan. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'attends des questions. Merci. J'ai répondu à toutes les questions, Pascal, au fur et à mesure parce qu'on est en difficulté par rapport au temps. Pascal, j'ai autorisé Pascal à vous donner les éléments de négociation en cours. Sachant que, comme je lui ai dit, nous avons un circuit interne de validation. Autant la délégation et les psychologues sont tombés d'accord à la fois sur la rédaction du texte et les tarifs, autant désormais on passe par une moulinette qui nous échappe, qui est la même moulinette que pour les médecins généralistes et les pédiatres en termes de tarifs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres paramètres qui ne sont pas entre nos mains et qui pourraient aboutir à renégocier les tarifs à la baisse, mais ça, voilà, ça c'est l'accord que nous avons. Je vois beaucoup de questions sur le fait de combiner les bilans. Pour l'instant, vous n'y êtes pas encore autorisé, mais c'est effectivement un accord que nous avons eu sur la capacité à combiner les bilans. Une autre question sur le fait que ce n'est plus donc la demande du prescripteur initial qui serait le médecin généraliste ou le pédiatre, mais bien la PCO qui lancerait cette prescription-là. Oui, c'est une innovation forte. C'est une innovation à laquelle on tient et qui a été fortement demandée même par les psychologues et notamment le syndicat national des psychologues. Alors, ils discutent la notion de prescription, mais en revanche veulent
qu'on puisse engager un parcours à un moment intermédiaire, parce qu'il y a des questions d'âge. Un enfant qui se présente à 2 ans et demi à la plateforme, les questions lors du parcours se poseront peut-être plus spécifiquement avec des besoins d'intervention de psychologue à 3 ans ou à 3 ans et un quart, et il faut quand même pouvoir déclencher ces interventions. Donc, c'était une forte demande, ce qui implique effectivement de repenser la notion de carte de forfait que vous maîtrisez bien maintenant. Et il fallait le prévoir, c'est-à-dire prévoir des bouts de forfait qu'on pourrait attribuer aux psychologues pour intervenir. Enfin, et je reviens sur la notion d'intervention, ça fait partie d'un très très fort consensus dans la rédaction du texte. Syndicat national des psychologues, FFPP et tous les psychologues autour de la table ont écrit un arrêté dont vous aurez la substantifique moelle assez rapidement maintenant, extrêmement exigeant sur la maîtrise des outils. En revanche, donc on liste bien l'ensemble des outils. En revanche, tout le monde était très clair autour de la table des négociations que aucun psychologue, aussi fort soit-il, ne maîtrise tous les outils listés. Ça implique une surspécialisation extrême. Et notamment parce que la plupart des psychologues se spécialisent sur certains troubles plutôt que d'autres, etc. Donc, on liste l'ensemble des outils recommandés internationalement, et le psychologue est en situation de signaler à la plateforme sa spécialisation et les outils qu'il utilise principalement. Et effectivement, il y a une forte distinction entre la prescription. On vous saisit pour des interventions avec un enfant qui présente tel profil, et le fait que le psychologue qui maîtrise l'ensemble de la palette des outils nécessaires va choisir les outils pour répondre aux besoins et à la plainte de l'enfant et de la famille. Donc, il y a bien une distinction. Il sera à la charge de la plateforme de vérifier cependant dans les comptes rendus que le psychologue a respecté son engagement, c'est-à-dire d'utiliser la palette d'outils listés et pas d'aller chercher des interventions non recommandées. Mais la palette des outils sera très forte. Voilà le résumé. Ces tarifs, je le reprécise, ne sont pas encore validés et il y a ça marche plus comme ça. sur le dernier point, sur la formation, oui, il est possible que les plateformes proposent les formations. Attendez, je vais basculer pour pouvoir nous voir tous. Arrêter le partage du participant, voilà. Donc, on va pouvoir basculer sur des formations et des propositions de formation que vous pourrez faire en tant que plateforme avec des financements à définir. Mais ces formations doivent s'intégrer dans un cadre où les personnes ne doivent pas être dans une situation de soumission dans leur prescription. C'est-à-dire que sinon, il y aurait requalification en salaire. Voilà sur l'ensemble de ces éléments. Donc, je les redis à l'écrit, je le redis à l'oral. Vous ne pouvez pas déclencher tout cela tant que le texte ne sera pas validé. Et nous avons un circuit de signature qui est long et implique les ministres, et ça n'est pas anodin, et ça s'inscrit en plus dans des questions pratiques liées au Covid et au Ségur de la santé qui échappent aux mains de la DIA. Ce que je propose, vu qu'il est 10h10, c'est de intervertir, on est encore du retard sur notre planning, mais d'intervertir nos deux interventions suivantes, de permettre à Franck Pilot et à Stéphanie Ferry, qui doivent nous quitter à 10h30, de présenter un peu via trajectoire, et à 10h30, vu qu'ils nous ont dit qu'ils n'étaient plus disponibles à partir de 10h30, d'enchaîner avec Marie-Gabrielle et Jérôme Dupont. Est-ce que ça vous convient ? Là, j'ai besoin que les intervenants mettent leur caméra et me répondent. Ça me convient. Ça vous convient ? Ok. Parfait. donc, Stéphanie Ferry et Franck Pilot, je vous passe la parole. C'est à vous de diffuser votre PowerPoint.
Alors, je ne vais pas pouvoir mettre la caméra, hein. Stéphanie Ferry, donc je suis en charge de la diffusion du Via Trajectoire au niveau national. Donc, mon collègue Franck est également présent à mes côtés. Franck, donc, je ne sais pas si tu veux te présenter. Donc, c'est moi qui vais afficher le diaporama. Vous me dites si c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Il y a un peu de grésillement, mais on vous entend. D'accord. OK. Bon, et Franck Pilot, je ne sais pas si vous m'entendez bien aussi. Oui. Ok, moi je suis responsable des développements de l'application au niveau du GCS SARA, donc le GCS de Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est nous qui sommes en charge du développement de l'application, et donc on a été contacté il y a à peu près un an pour mettre en place une solution TND dans notre application, et Stéphanie va vous expliquer tout ça mieux que moi. Je vais lui laisser la parole. Est-ce que vous voyez mon diaporama? C'est bon? Très bien. C'est très professionnel. Allez-y. Très bien. Bon, c'est parfait. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais quand même vous parler très rapidement du projet Via Trajectoire dans sa globalité avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le projet Via Trajectoire, on est sur un projet qui a débuté il y a plus d'une dizaine d'années à l'initiative de l'Agence régionale hospitalière de Rhône-Alpes, qui avait la volonté de se doter d'un logiciel permettant d'optimiser Stéphanie, il va falloir que vous vous approchiez de votre micro. D'accord, alors normalement je suis. Est-ce que vous m'entendez mieux ici? Je ne sais pas si c'est le fait que vous ayez des écouteurs et que du coup, voilà, ce serait le des grésillements. Peut-être faut-il mettre directement votre téléphone près de vous. Alors, je passe par l'audio en fait de l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Non. Non, d'accord. Ça va être compliqué. Écoutez, je vais vous appeler, ça sera beaucoup plus simple. Je vais appeler directement. Excusez-moi, est-ce que vous avez des écouteurs ou c'est sans écouteurs? Là, c'est avec écouteurs, mais j'ai peur que sans écouteurs. Essayez tout simplement. Vous m'entendez mieux? Il me semble que je suis en train. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oh oui. Oui? Oui. Ok, très bien. Alors, on va faire comme ça. Donc, je vous disais, donc, on était sur un projet qui a débuté à l'initiative de l'Agence régionale hospitalière de la région Rhône-Alpes, avec la volonté donc, de se doter d'un logiciel qui permettrait d'optimiser le parcours des patients vers les services de soins de suite et de réadaptation et vers l'hospitalisation à domicile. Donc, on est sur un projet au départ uniquement régional qui a été confié au GCS, donc au groupement de coopération sanitaire qui s'appelait à l'époque CISRA, et qui a été financé au départ intégralement par l'ARH Rhône-Alpes. On a la construction du module sanitaire qui a démarré en 2006 pour un déploiement en région 2 ans plus tard. Et à partir de là, on a d'autres régions qui ont manifesté leur intérêt pour Via Trajectoire et qui ont choisi d'adhérer au projet. Donc, on a un projet qui a peu à peu pris de l'ampleur et est devenu interrégional, avec au fur et à mesure une communauté Via Trajectoire qui s'est élargie et donc un périmètre fonctionnel qui, au niveau de l'application, s'est également ouvert du sanitaire vers le médico-social. On est sur un logiciel qui a vocation donc, à faciliter l'orientation des patients et des usagers vers les établissements sanitaires et les établissements du secteur médico-social, qui s'inscrit donc dans un cadre d'un projet coopératif interrégional qui est financé par les régions utilisatrices, c'est important de le souligner. Au niveau du périmètre de l'application, on a donc 3 grands modules de base, le module sanitaire, le module grand âge et le module handicap, et depuis peu le module TND. Le premier module donc, a vocation à orienter les patients hospitalisés en service de court séjour vers tout ce qui est service de soins de suite et de réadaptation, hospitalisation à domicile, unité de soins palliatifs, solution du domicile ou vers le programme de retour à domicile initié par l'assurance maladie, le programme PRADO. Concernant le versant grand âge, on est sur l'orientation des personnes âgées vers les EHPAD, les unités de soins de longue durée et les résidences autonomie. Le module handicap a vocation à permettre de suivre donc, les orientations en établissements et services médico-sociaux émises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant les personnes en situation de handicap. Et enfin, le module TND
dont on va parler aujourd'hui, qui fait l'objet, qui vise à l'orientation des jeunes enfants vers les plateformes de coordination et d'orientation concernées dès lors qu'une suspicion de trouble du neurodéveloppement est présente. Je vais pas détailler les grandes fonctionnalités qui se trouvent dans l'application Via Trajectoire, je ne vais pas avoir le temps, mais en fait, on a vraiment un socle de 5 grandes fonctionnalités c'est un socle commun pour les différents modules, avec un annuaire interrégional des structures, un dossier d'admission qui est toujours standardisé, unique, qui est partagé entre les professionnels habilités dans le seul périmètre, évidemment, de leur mission, qu'importe le module. On retrouve une aide à l'orientation pour les usagers, les aidants, les professionnels. On a évidemment un processus qui facilite les échanges entre les acteurs autour du dossier avec des tableaux de bord. On va le voir dans les diapos suivantes. Et enfin, un observatoire des orientations qui est accessible donc sur Via Trajectoire aux professionnels habilités. Vous retrouvez dans la diapo qui s'affiche à l'écran la page d'accueil du site Via Trajectoire. Donc, pour rappel ou information, Via Trajectoire est un logiciel web. Il est donc accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. C'est important de le souligner car il y a finalement une seule version du logiciel pour toutes les régions utilisatrices. Lorsqu'une nouvelle version de l'outil est disponible avec des nouvelles évolutions, elles sont disponibles pour toutes les régions qui l'utilisent en même temps. On est sur un logiciel évidemment sécurisé. Ce sont les Hospices civils de Lyon qui hébergent les données et qui ont évidemment un agrément qui leur permet de stocker des données de santé. Sur la page d'accueil du site, vous visualisez en fait à gauche de l'écran les espaces destinés aux particuliers pour les modules grand âge et handicap. Et à côté, vous retrouvez l'espace destiné aux médecins libéraux qui se connectent avec leur carte de professionnel de santé. Et enfin, à droite de l'écran, vous visualisez l'espace qui est dédié à tous les professionnels des structures sanitaires ou médico-sociales qui interviennent en établissement. Donc, il est 10h30, mais bon, je vais quand même continuer parce que sinon, je ne vais pas présenter grand-chose. Je ne vais pas reprendre sur la diapo suivante, sur le contexte de mise en œuvre. Je ne vais pas m'attarder sur la diapositive 7, bien mieux que moi. Simplement, par rapport au périmètre fonctionnel, Via Trajectoire donc, va permettre de gérer l'entrée de l'enfant en parcours forfait précoce et d'assurer donc la traçabilité des dates jalons du parcours jusqu'à la sortie de l'enfant du dispositif. Donc, vous retrouvez dans la diapositive 8 un schéma qui synthétise les grandes étapes du forfait précoce de prise en charge avec le périmètre finalement d'intervention de Via Trajectoire. Donc, finalement, comme le montre ce schéma, Via Trajectoire va intervenir uniquement dans le cadre de l'orientation de l'enfant vers la plateforme de prise en charge précoce des TND correspondantes, mais il n'a pas vraiment vocation à coordonner le parcours de l'enfant en lui-même. On a vraiment dématérialisé le formulaire d'adressage, la grille de repérage qui est utilisée actuellement essentiellement en version papier, en intégrant évidemment les recommandations de la DOGOS en termes de critères d'orientation vers les plateformes TND afin de permettre un calcul automatique de l'éligibilité de l'enfant et une prise en charge dans le cadre du forfait précoce, mais on n'est pas sur un outil de coordination de parcours à proprement parler. Si on continue, je vous avais remis donc la description des grandes fonctionnalités. Donc, par rapport à la gestion de l'entrée du jeune enfant en parcours forfait précoce, elle se fait donc depuis la demande du médecin de première ligne jusqu'à la réponse évidemment de la plateforme correspondance et la mise en place des dates des premiers rendez-vous avec les spécialistes de seconde ligne concernés, en cas évidemment d'éligibilité de l'enfant au dispositif. Concernant le deuxième axe principal, on va dire, en termes de fonctionnalité, la traçabilité des dates jalons du parcours. Cette traçabilité, elle renvoie à l'enregistrement des dates des premiers rendez-vous cités précédemment
mais également de la date de la réunion de synthèse à 6 mois entre les parents et le médecin de la plateforme, avec le compte-rendu évidemment de la réunion obligatoirement juin, ainsi que les dates qui correspondent à la sortie du dispositif, la date de fin de prise en charge, de sortie anticipée, une prolongation éventuelle, etc. Concernant les utilisateurs du module TND, dans Via Trajectoire, on sépare nos utilisateurs en 2 grands groupes, les prescripteurs, les receveurs. Pour ce qui concerne le module TND, le groupe des prescripteurs est relativement large puisqu'il fait référence donc à l'ensemble des médecins dits de première ligne. Il inclut donc aussi bien les médecins traitants, les médecins hospitaliers que les médecins exerçant en milieu scolaire ou encore dans les services de la protection maternelle infantile. Et enfin, au niveau des receveurs, c'est vous, donc les professionnels des plateformes de coordination et d'orientation TND qui sont destinataires des demandes de prise en charge dans le cadre du forfait précoce. Donc, pour aller vite sur la présentation générale du module TND, le module TND de Via Trajectoire, il est en production depuis peu, depuis le 3 novembre dernier. Il vient juste donc de sortir. Il n'est évidemment pas encore déployé en région. Au niveau du déploiement, comme d'ailleurs tous les modules Via Trajectoire, le déploiement se fait en 2 temps. D'abord, évidemment, une phase pilote sur des territoires prêts, on va dire, à se lancer. Sur ces territoires, il faudra évidemment que les futurs utilisateurs, que ce soit donc côté prescripteur et évidemment côté receveur, que ces utilisateurs soient prêts à démarrer avec évidemment une possibilité d'être suivis. Donc, dans Via Trajectoire, le fonctionnement, c'est que nous, en tant que membres de l'équipe nationale Via Trajectoire au niveau du GCS-SARA, on accompagne les équipes de déploiement du logiciel dans les régions utilisatrices. Donc, on les forme et on les suit dans le déploiement de la solution, qu'importe le module utilisé. Par contre, ce sont les équipes de déploiement régionales qui sont en charge d'accompagner finalement les utilisateurs du terrain dans le déploiement de la solution et de faire remonter les besoins. Alors, au départ, dans le cadre de la phase pilote, nous, au niveau de l'équipe nationale Via Trajectoire, on peut être amené évidemment à côtoyer directement les plateformes, les prescripteurs et en plus des équipes régionales, mais par la suite, au niveau de la généralisation, l'interlocuteur principal des utilisateurs, ce sont les équipes territoriales. Donc, 2 phases, une phase pilote avec des territoires qui sont prêts à démarrer et une généralisation par la suite. Voilà, donc la phase pilote, elle a évidemment vocation à permettre de tester aussi les fonctionnalités du logiciel sur le terrain et de les ajuster si besoin pour coller au mieux aux problématiques des acteurs concernés. Voilà, concernant les généralités, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne de manière concrète dans le logiciel. Donc, si on prend l'exemple d'un médecin traitant qui souhaite initialiser une demande d'orientation TND pour l'un de ses jeunes patients, donc le médecin va accéder à l'espace médecins libéraux de Via Trajectoire en utilisant sa carte de professionnel de santé pour se connecter. Une fois qu'il va être connecté, le médecin va débuter la création du dossier TND en cliquant sur le bouton correspondant et il va accéder donc à une page qui va lui permettre donc de démarrer la création du dossier. Vous retrouvez donc au niveau de la diapo 14 la page d'initialisation du dossier avec les champs rouges qui sont obligatoires. Donc, une fois que l'identité de l'enfant a été saisie, le médecin va pouvoir cliquer sur créer le dossier. À ce moment-là, on a une recherche de détection une recherche de doublons qui s'effectue quand même, donc au niveau de la patientèle du médecin, pour éviter évidemment que le médecin initialise un dossier alors qu'il avait déjà un dossier qui était en cours de création. Donc, si on continue, une fois que le médecin a initialisé le dossier, il va automatiquement être redirigé donc dans le volet repérage. En fait, le renseignement d'un dossier TND dans Via Trajectoire, il se fait en 3 grandes étapes. Initialisation du dossier, saisie du volet repérage, puis complétude du volet adressage. On a organisé le dossier en plusieurs volets indépendants.
avec diverses commandes, évidemment, qui permettent aux médecins d'en assurer le suivi et la gestion. À gauche de l'écran, donc là, je suis sur la diapo 15 pour celles et ceux qui n'arrivent pas. Fanny, il faut vous rapprocher de votre micro. Pardon, vous m'entendez mieux? Votre micro. Oui, ça va mieux? Mieux, oui. Ok. Donc, à gauche de l'écran, vous visualisez le volet repérage et à droite, vous visualisez une colonne qui permet aux médecins de naviguer tout simplement dans le dossier. On a des piles de couleurs qui indiquent aux médecins les parties du dossier qui sont complétées et celles qui lui restent à renseigner. La partie identité de l'enfant est en vert car c'est celle qui a été complétée à l'initialisation du dossier. Et on retrouve le volet repérage qui est en rouge car il n'a pas encore été renseigné. Dans la colonne de droite, on retrouve divers éléments, le résumé du dossier avec l'identité de l'enfant, son numéro de dossier qui a été automatiquement attribué par via trajectoire, sa date de naissance, son âge, le statut de la demande, donc là, la demande est en cours de rédaction. On retrouve également dessous le contenu du dossier, donc c'est là où le médecin va pouvoir passer d'un volet à l'autre en sachant qu'il est automatiquement redirigé vers le volet à compléter. Hein. Il n'y a pas besoin à chaque fois de cliquer sur la partie du dossier à renseigner. Ça se fait de manière automatique, mais le médecin peut aussi y accéder directement par le biais de la colonne de droite. On retrouve la possibilité d'ajouter des pièces jointes, de sélectionner la plateforme, envoyer la demande, etc. On a également une possibilité pour le médecin de consulter ce qu'on appelle l'historique des actions. Hein. C'est vraiment toutes les actions effectuées sur le dossier, hein, de la création du dossier jusqu'à tous les échanges qu'il y a entre le prescripteur et le receveur. Donc, si on continue au niveau du volet repérage, on intègre la grille des signes d'alerte à renseigner en fonction de l'âge de l'enfant. La grille des signes d'alerte, elle peut être complétée par le renseignement, évidemment, des facteurs de risque du neurodéveloppement et des comportements instinctuels, sensoriels, émotionnels particuliers. Alors, c'est vraiment la date de naissance de l'enfant qui est indiquée au moment de l'initialisation du dossier qui détermine la grille proposée. Le médecin peut néanmoins choisir de sélectionner une autre grille qui lui semble plus adaptée de l'enfant lorsqu'il se situe entre deux âges. Lorsque le volet repérage est entièrement complété, le médecin va pouvoir le valider et en fonction des données saisies dans la grille de repérage et sur la base des critères évidemment définis par la DGOS, via trajectoire va déterminer l'éligibilité ou non de l'enfant à une orientation vers une plateforme TND. Il y aura un message qui va apparaître, alors là je ne l'ai pas remis dans le diaporama, mais qui informera le médecin de l'éligibilité ou non de l'enfant. Mais dans tous les cas, le médecin pourra continuer à renseigner le dossier en passant directement au volet adressage ou choisir d'annuler le dossier si la non-éligibilité de l'enfant a été déclarée. Au niveau du volet adressage, voilà comment il se présente. Donc, ce volet, il apporte des informations administratives sur le jeune patient. Il intègre la prescription du médecin en termes d'examen et de bilan envisagé avec des spécialistes de suivi. Le lieu de résidence de l'enfant doit évidemment être déclaré dans cette partie. Dans la partie adresse et contact, l'objectif étant de permettre à Via Trajectoire de localiser les plateformes qui se trouvent à proximité du domicile du jeune patient. C'est également dans cette partie du dossier que le médecin va attester évidemment à avoir recueilli l'accord du représentant légal pour transmettre la demande à une plateforme PND. On retrouve dans cette partie également la possibilité d'intégrer des données sur le représentant légal, etc. Et enfin, là, je vous montre la partie préconisation d'examen et de bilan qui correspond donc à la prescription du médecin dans laquelle il identifie les professionnels de seconde ligne que l'enfant devrait consulter, qu'ils soient ou non bénéficiaires du forfait bilan d'intervention précoce. Donc, une fois complété, le médecin va une fois de plus valider sa saisie. Il pourra évidemment rajouter des pièces jointes pour compléter son dossier. Lorsque le dossier est complet, le médecin va pouvoir envoyer la demande. Il retrouve donc dans cette partie du dossier, dans sélection envoie la plateforme,
résidence de l'enfant renseignée dans la partie adressable. Sélectionner en accord avec la famille, évidemment, la plateforme souhaitée et envoyer la demande via le bouton correspondant. Donc là, je vous ai remis une slide sur, évidemment, le recueil du consentement qui est obligatoire. Une fois la demande envoyée à la plateforme, le médecin va évidemment pouvoir suivre l'avancement de sa demande via son tableau de bord directement via son espace médecin libéral. Du côté de la plateforme, l'utilisateur va se connecter à Via Trajectoire, donc par le biais de l'espace professionnel, avec donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, quel que soit le module Via Trajectoire utilisé, on a des comptes utilisateurs qui sont créés dans Via Trajectoire pour les professionnels exerçant en établissement, qui sont uniques et nominatifs. Et à chaque compte utilisateur est associé une ou plusieurs habilitations accordant des droits d'accès spécifiques dans le logiciel sur une ou plusieurs unités dans un ou plusieurs établissements. Donc, pour aller vite, au sein de la plateforme, l'utilisateur va pouvoir donc consulter les demandes reçues en utilisant son tableau de bord également. Vous le voyez à l'écran, je suis sur la diapo 25. Donc, il est accessible, ce tableau de bord, via un menu qu'on a intitulé TND Autisme. Les demandes se répartissent en fait dans les différents onglets du tableau de bord en fonction de leur statut d'avancement. Par exemple, là, vous voyez une nouvelle demande qui se trouve dans l'onglet à évaluer. On y retrouve donc les demandes reçues, les demandes qui ont été consultées mais pour lesquelles la plateforme n'a pas encore répondu et les demandes pour lesquelles il y a eu des précisions qui ont été demandées au médecin. Donc, lorsque l'utilisateur clique pour consulter sur la ligne, pour consulter un dossier, il accède directement au dossier concerné. Vous retrouvez donc à l'écran, diapo 26, un exemple de dossier reçu par une plateforme avec à gauche le dossier comporte les différents volets et à droite, toujours pareil, une colonne qui permet de visualiser le renseignement sur l'enfant, le médecin à l'origine de la demande, les coordonnées du représentant légal, l'historique des échanges avec le prescripteur. Une fois que le dossier a été analysé, la plateforme a la possibilité donc de répondre. Vous voyez, c'est quand même c'est relativement simple d'utilisation. Donc, il y a trois réponses possibles pour la plateforme. Déclarer la non-éligibilité de l'enfant par la prise en charge par la plateforme avec un commentaire qui pourrait être renseigné pour informer le médecin de la raison du refus. Si le dossier ne permet pas de se prononcer en l'état, la plateforme peut également demander des précisions au médecin qui pourrait lui répondre directement via Trajectoire, éventuellement aussi rajouter des pièces jointes pour étayer le dossier, ou évidemment la plateforme peut tout simplement valider le forfait précoce. En cas de validation du forfait précoce, le dossier changera automatiquement en fait de statut. Au niveau du tableau de bord, il passera de l'onglet qu'on a vu tout à l'heure en cours à un autre onglet qui s'intitule Début de la prise en charge, parce que c'est bien cette validation qui démarre, qui permet le démarrage du forfait précoce. Une fois en fait la validation effectuée, le prescripteur de son côté ne va plus pouvoir modifier le dossier, mais il pourra évidemment toujours le compléter en ajoutant des pièces jointes si besoin, ou éventuellement l'annuler si nécessaire. On aura à ce moment-là un nouveau volet à renseigner du côté de la plateforme, un volet intitulé Dispositif forfait précoce qui sera disponible pour permettre à la plateforme de renseigner les dates jalons du parcours, les premiers rendez-vous avec les professionnels donc non conventionnés bénéficiant du forfait précoce, indiquer aussi les autres professionnels conventionnés qui interviendront et la liste des documents notamment remis aux représentants légaux de l'enfant. Et une fois ces éléments renseignés, la plateforme pourra également renseigner une partie parcours où elle retrouvera donc des champs pour indiquer la réunion de synthèse qui a été réalisée, la date, les précisions sur la réunion. Elle pourra saisir donc les informations
comme la date effective, les informations sur la réunion, les détails, le compte-rendu, évidemment, qui devra obligatoirement être joint avant de déclarer finalement la fin du forfait, donc la sortie du dispositif, ou au contraire, une prolongation de la prise en charge si ça s'avère nécessaire. Le médecin prescripteur, de son côté, il pourra toujours continuer à consulter le dossier de patient pour suivre l'évolution de la prise en charge. J'en suis à l'avant-dernière diapo 30. On retrouve le tableau de bord de la plateforme avec les dossiers se trouvant donc dans l'onglet sortie pour lesquels donc la fin du forfait a été prononcée. Donc une fois la sortie du dispositif actée, les dossiers seront automatiquement archivés 90 jours plus tard. Voilà, j'avais simplement remis une diapo dans la diapo finale, le circuit de l'orientation, le résumé du circuit de l'orientation TND dans Via Trajectoire, où donc, si on résume, on a au départ, en accord avec la famille, le médecin de première ligne qui initialise le dossier en renseignant les informations relatives à l'identité du jeune patient. On complète la grille de repérage qui catégorise selon son âge et signe d'alerte dans l'éventuel TND. Une fois le volet repérage validé, Via Trajectoire va calculer l'éligibilité de l'enfant et l'orientation vers une PCO. En cas de non-éligibilité, le médecin va avoir finalement deux choix. Il pourra modifier les éléments saisis dans le volet repérage, annuler le dossier ou encore finalement choisir de poursuivre l'orientation malgré l'avertissement qui lui a été transmis. Dans ce dernier cas, ou si l'enfant est tout simplement éligible, le médecin va procéder au renseignement du formulaire d'adressage avec la prescription d'examen et de bilan avec les professionnels concernés. Et enfin, sur la base de l'adresse indiquée dans le dossier, Via Trajectoire va proposer au médecin de choisir l'une des 3 plateformes situées à proximité du lieu de résidence de l'enfant. Et en accord avec la famille, le prescripteur va sélectionner la plateforme concernée. La plateforme contactée va par la suite analyser la demande reçue avant de formuler une réponse, donc soit demander des précisions, déclarer la non-éligibilité de l'enfant, ou au contraire valider le forfait. Et c'est cette dernière réponse qui va évidemment marquer l'entrée de l'enfant dans le parcours forfait précoce prévu pour une durée initiale donc de 12 mois. La plateforme va pouvoir saisir les dates des premiers rendez-vous avec les spécialistes de deuxième ligne ayant contractualisé avec elle, ajouter des documents remis à la famille, etc., etc. Le médecin prescripteur de son côté, il continuera à suivre le dossier de son patient. Et enfin, une fois la réunion de synthèse qui aura été effectuée entre les parents et le médecin de la plateforme va pouvoir renseigner la date effective et joindre le compte-rendu associé pour finir. La sortie de l'enfant du dispositif sera évidemment déclarée par la plateforme une fois les 12 mois écoulés ou de façon anticipée, avec évidemment toujours une possibilité de prolongation dans la limite des 6 mois. Voilà, donc je ne vous ai pas détaillé de manière... je n'ai pas vraiment détaillé les fonctionnalités au niveau des dates. On a aussi des indicateurs visuels qui permettent d'indiquer à la plateforme que la réunion de synthèse, que les 12 mois sont écoulés, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je vous remercie, Stéphanie. Ce que je propose, parce qu'on a beaucoup de retard, c'est qu'on mettra en disposition votre PowerPoint. J'ai vu que Franck Pilot répondait d'ores et déjà à pas mal de questions. Oui, ce que je peux juste ajouter, c'est que, comme a dit Stéphanie, on a mis en production à disposition la version. Il existe aussi une plateforme de formation, donc qui peut être ouverte à des gens qui ont envie de toucher et de voir à quoi ça ressemble sans faire de vrais dossiers. Donc ça, c'est possible aussi. Et voilà. Et après, il y avait beaucoup de questions sur l'interop. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec les e-parcours, nous, on n'est pas là pour remplacer l'e-parcours. Il faut bien trouver le curseur entre ce qui est fait dans Via Trajectoire et les e-parcours. Et le sujet d'interop est traité avec les grades. C'est le premier sujet de 2021 au niveau de l'interopérabilité pour nous. Voilà. Bon, je vous remercie, Franck. Ce que je ferai, c'est qu'on extraira toutes les questions portées par Via Trajectoire, par les PCO. On réélaborera des réponses que je vous soumettrai
pour être certain d'avoir répondu à toutes les questions, mais on va enchaîner parce que certaines questions portaient sur l'interopérabilité et le e-parcours. Et on enchaîne avec Jérôme et Marie-Gabrielle qui ont été patients dans notre dépassement de temps. J'ai compris en plus, Franck et Stéphanie, que vous aviez une réunion et vous êtes 10 minutes en retard. Donc, ce que je propose, c'est qu'on réponde par écrit aux questions qui arriveront sur Via Trajectoire. Est-ce que ça vous convient? C'est très bien. Eh bien, merci à tous et désolé pour la qualité qui a fluctué un peu durant l'intervention. On est tous dépendants de ces techniques aujourd'hui. À bientôt et bonne continuation. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Au revoir. Jérôme, Marie-Gabrielle, vous êtes en capacité de vous mettre en vidéo? Oui, pour moi, c'est fait. D'accord. Marie-Gabrielle a des difficultés de connexion, donc on a essayé de les gérer pendant la demi-heure qui se déroulait là. Marie-Gabrielle, j'ai vraiment besoin que vous enleviez votre micro, en tout cas pour votre mute, pour pouvoir vous exprimer. Jérôme, ce que je propose, c'est que vous présentiez votre e-parcours et que Gabrielle, dès qu'elle aura réussi à nous rejoindre, puisse présenter un peu le cadre général. On a encore dépassé, et je vois qu'on la jauge diminue tout doucement, mais on a encore 90 participants. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête à 11 h et que vous ayez donc 5-10 minutes, Jérôme, et pareil, Marie-Gabrielle, et qu'après on s'arrête. C'était beaucoup plus technique aujourd'hui, hein, donc voilà, il y aura d'autres questions qui vont arriver. N'hésitez pas à les poser, on s'échinera à y répondre. Jérôme, je vous passe la parole. D'accord, merci. Oui, alors effectivement, mon propos va se trouver, aurait été très intéressant en introduction parce qu'effectivement, vous allez vous rendre compte que dans la mise en place de la PCO qu'on a mis en place en 2019, n'existait pas Via Trajectoire et n'existait pas non plus e-parcours. Et donc, notre enjeu était de répondre à notre capacité d'intervenir sur le repérage et l'adressage du repérage vers la plateforme. Un enjeu sur 3 antennes, hein, je vous en avais parlé hier, nous on est organisé en 3 antennes, donc il y avait un enjeu aussi de dispersion et de suivi en fait des différents statuts, je vais en reparler, de l'enfant et du parcours de l'enfant au travers de la plateforme. La montée en charge rapide fait que dans le suivi systématique des enfants, on a un besoin de suivi informatique pour nous permettre de garder la cohérence dans le parcours et c'est en ça où effectivement on a donc nous décidé de mettre en place une solution informatique en amont, je le répète, hein, de Via Trajectoire et de e-parcours qui répond à un certain nombre de ces besoins. On a stoppé l'évolution de cette solution parce qu'on sait que e-parcours va nous amener des modifications, donc on va aller plus loin, mais c'est au moins pour vous présenter un petit peu ce que nous on avait introduit comme problématique sur le sujet. Hop. Alors j'espère que vous voyez bien mon diaporama. Alors, ça va, est-ce que tout le monde voit ? Bon, je n'ai pas de retour, mais j'espère que c'est visible. Donc, l'enjeu pour nous était la création du dossier patient dans Mediateam. L'idée était de pouvoir suivre au niveau informatique l'ensemble des demandes qui nous arrivaient, de pouvoir ensuite orienter le dossier vers les différentes antennes du territoire en fonction du lieu d'habitation et aussi de pouvoir insérer l'ensemble des pièces jointes. Donc, on s'est recentré là vraiment sur le dossier patient qui nous permet d'intégrer toutes les pièces, d'intégrer les évaluations réalisées par les professionnels et les outils de repérage, etc. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi informatique précis sur le sujet. Le deuxième élément, c'est que ça nous a permis aussi de créer des structures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de suivre quels sont les dossiers orientés vers l'antenne de Dieppe, l'antenne de Rouen, l'antenne du Havre. Et donc, on a une porte d'entrée unique avec une adresse mail. Les demandes nous sont adressées sur ce mail unique. Et ensuite, par le biais de la secrétaire, on crée les dossiers dans les différentes structures qui ont été créées dans la solution informatique. Là aussi, ça nous permet du coup de suivre l'activité en fonction des structures et de pouvoir calibrer nos réponses en termes de RH sur les différentes antennes. Le troisième point, ça nous permet aussi d'identifier un référent, c'est-à-dire que c'est souvent un coordonnateur parcours ou un médecin qui va être plus précisément dans une situation, qui va pouvoir être le référent de cette situation. Comme ça, aujourd'hui, on est à plus de 300 demandes. Ça nous permet d'identifier quel est le professionnel en référence sur le dossier. Et enfin, ça nous permet également de suivre le statut et l'évolution de l'enfant dans le parcours. On a différents statuts sur chaque dossier individuel
qui nous permet de traiter. Première demande, c'est donc par exemple une demande, un formulaire de repérage qui nous a été adressé par un médecin de première ligne, qu'on vient de recevoir et qu'on n'a pas encore traité. Dès lors qu'on va le traiter, on va le rentrer dans la phase d'évaluation, donc c'est le fameux 2 semaines pour le traitement, et on le rentre dans un statut évaluation. Donc dès lors qu'on va rentrer dans le système informatique, on sait qu'on a ces demandes-là qui sont en cours d'évaluation par le staff de la PCO. Et en fonction des décisions du staff de la PCO, on va mettre différents statuts, attente d'orientation bilan, accompagnement, si déjà on a identifié un accompagnement vers une structure de deuxième ligne, plus la mise en place de forfait ou pas de forfait, ça nous permet de choisir là le statut. Et donc, vous verrez qu'on est en capacité, du coup, de suivre précisément le nombre d'enfants qui sont aujourd'hui orientés vers des structures de deuxième ligne, le nombre d'enfants qui sont orientés avec un forfait, sans forfait, ou avec un mix, c'est-à-dire mix entre une structure de deuxième ligne et le forfait d'intervention. Il faut bien comprendre que même Via Trajectoire aujourd'hui ne répond pas à la question, suit effectivement le parcours de bilan, notamment avec les professionnels libéraux, mais effectivement ne permet pas tant que ça de suivre le parcours vers les structures de deuxième ligne. Et c'est en ça où nous, on a essayé de travailler. Alors, l'outil est encore perfectible, mais je pense que e-parcours nous aidera beaucoup là-dessus, où on pourra effectivement identifier l'ensemble des demandes qui sont orientées vers tel acteur, vers tel CMP, vers tel CANSP, vers tel CMPP, et nous permettra des transferts d'informations entre les deux. Enfin, je terminerai là-dessus, mais l'avantage qu'on avait aussi, c'est que ça nous permet, alors on ne l'a pas encore utilisé à ce jour, mais ça nous permet de donner des accès en créant des comptes externes à nos professionnels libéraux qui pourront rentrer, par exemple, directement dans le dossier de l'usager, leur bilan de manière sécurisée. Donc, ils pourront là communiquer avec nous de façon beaucoup plus simple en recevant directement un mail qui va leur permettre ensuite de rentrer des données informatisées, des notes au dossier de l'usager suite à leurs interventions, par exemple. Donc, on n'a pas développé... Je voulais finir là-dessus. On n'a pas développé la phase 2 qui était celle en lien avec l'adressage qui relève de Via Trajectoire. On aura donc à travailler l'interopérabilité entre Via Trajectoire et notre solution informatique. Et enfin, arrive e-parcours qui va probablement rebattre les cartes pour notre région où effectivement, on espère, le e-parcours permettra de répondre à l'ensemble du parcours, gestion du dossier individualisé, mais aussi travail sur l'orientation des acteurs de deuxième ligne. Et je m'arrêterai là. Je me rebranche. Les aléas du direct font que Marie-Gabrielle a son ordinateur qui a complètement planté pendant notre présentation. Et dans ce contexte-là, elle devait repositionner tous ces enjeux de e-parcours dans la démarche nationale avec un superbe PowerPoint, mais elle ne peut même plus utiliser son informatique. Dans ce contexte, c'est là où moi j'atteins complètement le principe de Peter, c'est que je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez par écrit. Vous mentionnez des logiciels, des e-parcours distincts, vous posez des questions hyper techniques. Et là, je suis hors de mon champ de compétences. Donc, sauf à ce que Jérôme voit les questions et sache comment y répondre. Et je vois Anne se rebrancher. Ce que je propose, c'est que de clôturer ces échanges et de se donner rendez-vous demain. Jérôme et Anne, vous aviez... juste un mot par rapport à l'outil Goualen, alors excusez-moi de la prononciation, pour les PCO bretonnes. Effectivement, c'est un outil très proche. En fait, Medialis porte l'outil Goualen en Bretagne. Donc, effectivement, on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait en Bretagne pour l'adapter à notre projet. Il faut comprendre que nous, nos travaux, on les avait menés il y a plus d'1 an maintenant sur cette mise en place et on l'a stoppé avec l'arrivée de e-parcours parce qu'il n'est pas certain que ce soit la solution retenue sur notre région. Donc, on n'est pas allé plus loin en termes de déploiement sur le sujet. En termes de messagerie sécurisée, ça ne permet pas un adressage des médecins sur la plateforme parce qu'on n'est pas sur cette partie adressage. Par contre, effectivement, ça nous permet d'échanger entre les professionnels libéraux et nous de manière sécurisée l'ensemble des documents, évaluation et notes au dossier de manière sécurisée parce que c'est hébergé données de santé. Et Delphine, je me permets juste parce qu'il y avait beaucoup de questions effectivement sur des outils et on voit bien qu'en fait chacun en fait refait un peu la même chose dans son coin et quand je vois à la fois les questions qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes et puis toutes les questions qui ont été posées, ça vaudrait probablement le coup qu'on se prévoie une demi-journée de travail
entre PCO dédiés à ce... On est en train de réinventer la poudre partout. Jérôme, je vois qu'on utilise aussi Mediateam et qu'on galère sur quel type d'outils. Je pense que là, on perd un temps considérable et dont on a pour le coup vraiment besoin. Ce serait vraiment intéressant qu'on se balise une demi-journée avant Noël, peut-être en visio. J'allais vous proposer de fonctionner comme ça. On va vous proposer des dates dans le mois et demi, en s'assurant qu'on soit dans la même pièce avec Marie-Gabrielle notamment, et Alice Perrault qui n'a pas pu se connecter pour des raisons de crise sanitaire. Elle est aussi sur le champ crise sanitaire et Covid en parallèle, et qu'on fasse un point complet sur e-parcours, outils informatiques, numériques, etc., etc. Donc, je vous réinviterai, mais ce sera extrêmement centré sur les outils numériques et tous les outils numériques, comme ça on balayera, parce que manifestement, on ne parle jamais de la même chose et il faut vraiment distinguer les moments du parcours et les différents outils que vous utilisez, y compris pour chatter avec les professionnels libéraux éventuellement. Je vous proposerai un échange. Je tenais à revenir sur les psychologues parce qu'on vous a annoncé des bonnes nouvelles, mais attention à ne pas trop les diffuser tout de suite et à vouloir les appliquer tout de suite, parce qu'effectivement, on prend en compte la profession, les spécificités de la profession des psychologues, avec ceux qui ne font que les bilans et ceux qui ne font que les interventions. On prend en compte la spécificité du parcours des enfants, qui fait que parfois on fait un bilan neuropsychologique complet et puis après on s'aperçoit qu'il y a des éléments à investiguer supplémentaires sur les fonctions exécutives, sur la mémoire, et donc on permettra normalement de combiner 300 plus 120 €. On prend en compte la spécificité des parcours des enfants sur le fait que même s'ils ne sont adressés initialement vers la plateforme que pour une difficulté psychomotrice, dans la foulée et dans son parcours, l'ARCP peut se dire non, mais là, il y a un vrai sujet, il faut orienter vers un psychologue. Et donc, on prend finalement en compte ce que vous faites d'ores et déjà pour les ergos et les psychomotes en fonctionnant par quart, mais en l'introduisant dans le contrat type. Mais tout ça, voilà, j'ai un regret, c'est que les chiffres doivent être analysés en fonction des contraintes qu'on va mettre derrière. Et il faut savoir que les contraintes qu'on applique aux psychologues dans le cadre de ce contrat type sont extrêmement fortes au regard du fait que c'est une profession qui écrit beaucoup. Et donc, dans ce contexte-là, voilà, n'annoncez pas des chiffres qui ne soient pas adossés au texte lui-même. On vous les a donnés pour que vous sachiez vers quoi on se dirigeait. Mais il faut que les psychologues avec lesquels vous discutez dans vos territoires sachent qu'il y a un arrêté qui arrive et qui est très, très exigeant. Voilà. Je pense que c'est important de le noter. Voilà sur les psychologues. Merci à tous les conférenciers de cet astreint à cet exercice compliqué de n'avoir que 2-3 slides. Merci à tous pour votre compréhension par rapport aux soucis techniques. Et je vous donne rendez-vous demain avec la ministre qui, a priori, jusqu'à maintenant, je touche du bois, nous consacre 1 heure.